encore pas tout à fait certain, mais alors pas du tout de finir par la fin, essayons au moins de commencer par le commencement. D'abord, qu'est-ce que la France? Eh bien, au début, ça s'appelait pas encore la France. Et c'était un truc dans ce genre-là. À la suite d'assez jolis castagnes, c'est devenu quelque chose comme ça. Et puis ça a été ça. Ça a même été ça. Pour en revenir à ça. Et puis ça a été ça. Et puis ça encore. Pour finalement redevenir ça. Beaucoup de bruit pour rien, pensera-t-on. Eh bien non, pas tout à fait pour rien. Tandis qu'elle s'épanouissait, se recroquevillait, s'écartelait, la France prenait bien du plaisir. Entendons-nous bien. Son rôle de fille aînée de l'Église ne lui avait procuré comme rigolade jusqu'alors que les croisades. Son rôle de fille à soldat lui permet de s'envoyer en l'air à plein temps. Le dépucelage remonte à 1790. En guillotinant Louis XVI, la France a perdu la tête. Troquant le bénitier pour le sabre, elle ne tombera désormais en pamoison que devant les uniformes, les bottes et les cravaches. 1804, la démocratie est morte, Bonaparte devient Napoléon. Marianne a connu dans les bras du soudard des vertiges qui excitent encore les enfants des écoles. 1815, un petit tour de démocratie. Nous voulons dire la monarchie. Mais ne voilà-t-il pas un fringant militaire? C'est le con, appelé, on se demande encore pourquoi, Napoléon III. Désormais, le pouvoir en France n'appartiendra plus qu'aux militaires qui ne perdent les guerres que pour organiser les défaites. Et Macmahon, général président, le premier de la liste. Et hop, un petit tour de démocratie. Mais Marianne ayant goûté du général en redemande. Et c'est le brave général Boulanger qui ne manque le mariage que de quelques voix. De toute façon, voici la bienheureuse affaire Dreyfus. Nous remarquons en passant qu'il s'agit d'un officier. Mais à partir de ce moment-là, contre le capitaine Félon, la droite galonnée va réclamer le pouvoir. Dieu merci, oh oui, Dieu merci, la guerre éclate. Clémenceau, l'homme de gauche, devient jusqu'au boutiste, allant jusqu'à mettre des bottes pour visiter les champs de bataille. Durant 4 ans d'extase, Marianne, comblée, se jette au cou de ses sauveurs. Le sauveur Joffre, le sauveur Foch, le sauveur Pétain. Et voici la victoire. Cette conjuration de Belver aboutit à la chambre Bleu Horizon, qui est une chambre de civils qui aurait voulu être des militaires. Cette chambre échoue naturellement. Et hop, un petit tour de démocratie. Mais la France, comme d'habitude, s'ennuie avec les chapeaux melons et regrette les bottes de cuir. Elle entend dire que le père Mangin, dit le boucher, pourrait resservir et que le général Lyautey pourrait être l'homme du destin. Heureusement pour les militaires, il y a toujours des escrocs chez les civils et finalement les amants de Marianne se circonscrivent entre les imbéciles et les escrocs. Stavisky n'appartient évidemment pas à la première catégorie. Cette dernière se retrouve au grand complet le 6 février dans une mêlée plus cafouilleuse que concluante. La droite espérait un dur, la gauche espérait un mou, et comme toujours à ce genre de loterie, c'est le zéro qui sort. Et hop, encore un petit tour de démocratie. Mais on a beau traîner des jambes de bois, coiffer des bérets basques et astiquer des baudriers, Marianne prend tout ce beau monde pour des petits soldats et regrette ses vrais militaires. Même l'agglomérat de Fantomas et de Belphégor, appelé la Cagoule, ne ressuscite pas les frissons d'antan. Contre le bolchevisme. À défaut d'amant musclé, elle flirte avec Léon Blum. Et, après tout, ce beau mot de confiance, nous avons le droit de nous en emparer. C'est le front populaire. On pourrait croire les militaires en congé. Ce serait mal connaître Marianne et ses amours de cantinière.
Cuisse légère mais bon cœur, c'est dans les périodes de désarmement qu'elle renforce son état-major. Exemple, en 1885, le nombre de nos soldats prêts à entrer en campagne s'élevait à 4 millions. En revanche, le nombre d'officiers généraux rescapés du Mexique, de Sedan et de Réchauffen n'était que de 62. En 1938, la veille de la Seconde Guerre mondiale, les choses allaient déjà beaucoup mieux. Et maintenant, un peu de prospective. Si l'évolution actuelle persiste, il n'est pas interdit d'espérer que nous possédions en 1997 176 246 généraux pour un seul homme de troupe. Un seul homme de troupe, nous insistons sur ce point. En cas de guerre, si notre unique soldat est tué, nous saurons au moins de qui il s'agit. Car jusqu'alors, le désordre était tel que lorsqu'un enfant de la patrie se faisait tuer pour elle, on savait si peu de choses sur lui qu'on en était réduit à l'appeler l'inconnu. Notez que certaines personnes n'ayant aucun sens de la grandeur ont parfaitement le droit de préférer ça à ça. Mais les statuaires héroïques vont connaître une période de chômage. En effet, ayant pris l'excellente habitude de se carapater au premier coup de canon, le soldat français est en passe de devenir le premier soldat immortel et partant le plus intelligent. Le fameux « mourir sur place plutôt que de reculer » a fait place au non moins fameux « sauf qui peut ». Le soldat français semble avoir compris qu'il ne faut pas prendre de taxi à la légère et se méfie des tigres qui se réveillent dans le moteur. Car le grifton, lui, ne se réveille pas toujours. Mais la tragédie ne nous sied guère. Soyons gais, soyons parisiens. Ne nous l'a-t-on pas assez dit et assez chanté? Se lever joyeux, c'est papa, c'est parisien, chanter quand il pleut. C'est papa, c'est parisien, dire toujours tant mieux. C'est papa, c'est parisien, prendre le temps comme il vient. C'est papa, c'est parisien. Cette France-là est peut-être la France vue par les Américains, mais si ces braves gens la voient comme ça, c'est probablement qu'elle existe. D'ailleurs, cette France-là n'est pas si vieille, 35 ans à peine. Que faisait-elle durant l'été 39, la France? Eh bien, elle dansait. C'est comme on a l'honneur de vous le dire. Tandis que l'Allemagne d'Adolphe s'encanaillait dans les étendards, la France d'Albert s'épanouissait dans les flonflons. Il est à croire que la Gambie attire chez nous les cataclysmes. La veille de Sedan, la France dansait la valse. La veille de Danzig, elle dansait le lendemain soir. Dernier tango à Paris, la valse des aveugles, la farandole des moribonds, appelez ça comme vous voulez. On dansait dans les rues, on dansait dans les usines, on dansait partout. Le 4 juillet, on dansait chez son Excellence Lukasiewicz, ambassadeur de Pologne. Tout Paris adorait Monsieur l'ambassadeur. On le croyait courageux parce qu'il était polonais, on le croyait désinvolte parce qu'il était inconscient. Sa phrase favorite à l'époque était « Hitler bluff ». Le 9 juillet, on dansait aussi chez Monsieur le Comte de Beaumont. Le baron de Rothschild était là.
Coco Chanel et Serge Diffard aussi. L'ambassadeur d'Allemagne également. Le 14 du même mois, bien sûr, on dansait partout. Enivré de conquête sociale, de grève sur le tas et de Pernod pour Arthur, M. Popu ne pouvait pas deviner qu'il allait bientôt danser devant le buffet. Popu dormait sur ses deux oreilles. N'avait-il pas la maîtrise des mers, la maîtrise du ciel? Ces appareils ont été acquis grâce aux dons généreux des contribuables volontaires français et aussi étrangers amis de la France. Et son infanterie n'était-elle pas, depuis Verdun, la reine des batailles? C'était bien lui le plus beau, du moins le lui avait-on dit. Et n'avait-on pas vu le matin même défiler la meilleure armée du monde? La sienne. Gai et contents, nous marchions triomphants, en allant à Longchamp, le cœur à l'aise, sans hésiter, car nous allions fêter, voir et complimenter l'armée française. Bientôt de Longchamp, on foule la pelouse. Nous commençons par nous installer. Puis je débouche les 12 litres à 12 et on se met à saucissonner. Tout à coup, on crie vive la France. Crédier, c'est la revue qui commence. Je grimpe sur un marronnier en fleurs et ma femme sur le dos d'un facteur. Ma sœur Camelet, lancier, acclame ses fiers. Trompier, ma tendre épouse bat des mains quand défilent les Saint-Cyriens. Ma belle-mère pousse des cris en luttant les spahis. Moi, je faisais qu'admirer le brave général Boulanger. Gai et contents, nous étions triomphants de nous voir à Longchamp, le cœur à l'aise. Sans hésiter, nous voulions tous fêter, voir et complimenter l'armée française. Pour un beau 14 juillet, ça avait été un beau 14 juillet. On avait vu défiler toutes les couleurs de l'empire. Quelques mois plus tard, la mode était plus stricte. Hey, Björk! Weit ist der Wind zurück ins Heimatland, ja weit, so weit. Dort weiße Sterne über Waldesrand, lag die alte Zeit. Mais ne jouons pas les prophètes de mauvais augure, puisqu'alors on s'amusait encore. Le temps était au beau et le moral aussi. Les congés payés s'ébattaient sur le sable. Mais le beau monde n'était pas en retard, il ne l'est jamais. Le bal des petits lits blancs déroulait ses fastes charitables, on faisait le bien sans penser à mal. Un cœur de résistant battait déjà dans la poitrine de Joséphine Baker. Et Momo était encore au mieux de sa forme. Partout il y a de la sam, tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Le président Lebrun pétillait. En cet été sans nuages, il célébrait à Béziers la fête nationale des vins de France. Les statistiques nous étaient nettement favorables. Pas dans tous les domaines, bien sûr, mais on ne peut pas être les premiers partout. Il n'empêche que dans les secteurs essentiels, notre position est non seulement prépondérante, mais irrattrapable.
Inventeurs de la gueule de bois et pionniers de la cirrhose, nous conservons, dès que la patrie est en danger, assez d'à-propos pour envoyer au casse-pipe les soifards les plus exaltés. Le verre du condamné s'appelle alors le vin chaud du soldat. Et dans ces conditions, les feuilles de chêne les plus réputées n'ont jamais hésité à voler au secours de la vigne. Je souhaite à chaque troupier de l'armée française d'avoir dans sa musette une bouteille de vin Mariani le jour de la bataille. Le 15 mai, le premier bataillon de chasseurs exécutait une marche-manœuvre de 112 km en 39 heures. Si j'avais alors connu Mariani, je l'aurais prié d'offrir à chaque escouade quelques bouteilles de son généreux vin, et à l'heure qu'il est, le bataillon marcherait encore. Comme certaines traditions ont la vie dure, eh ben, jetons un voile pudique et revenons à l'été 39. À cette époque, certaines couleurs n'étaient pas encore, semble-t-il, tout à fait déclarées. Ainsi, M. André Malraux se prenait encore pour un militaire et le colonel de Gaulle pour un écrivain. M. Jacques Doriot, lui, était encore communiste. Nous avons le devoir de reprendre ce qui a toujours été les idées de la classe ouvrière, le rapprochement des peuples et éviter une nouvelle conflagration européenne. Monsieur le chancelier, lui, était déjà pacifiste. S'énervant un peu dans son désir de bien faire, il proposait à l'Europe 50 ans de bonheur. Devant une colombe aussi colossale, le taureau du Vaucluse se met à débloquer. Nous désirons toujours qu'une collaboration sincère et une entente loyale puissent être établies entre les peuples. Et celui que Charles Maurras traite de vieille bique invoque la sagesse des nations, ce qui n'est plus raisonnable du tout. La première condition de la paix, si évidente qu'on ose à peine l'énoncer, c'est qu'aucune nation ne se trouve contrainte de défendre par les armes l'intégrité de son territoire. Énigmatique, comme tous les grands visionnaires, Paul Reynaud, lui, ne dit rien. Sans doute concocte-t-il une des formules qui contribueront à le rendre immortel. Si l'on me disait que seul un miracle peut sauver la France, je répondrais « Je crois au miracle parce que je crois à la France ». En attendant, les futurs miraculés continuaient de pêcher la crevette au crottoir. Et ceux qui barbotaient à Andagne ne se doutaient pas qu'ils venaient de tracer un itinéraire destiné à connaître un triomphe l'été suivant. Et Staline, au fait, à quoi pense-t-il en ce joli mois d'août? Il ne le dit à personne et c'est bien dommage, car le géorgien facétieux nous prépare un coup fourré qui n'est pas dans une musette. Pour l'instant, le maréchal Vorochilov reçoit chaque jour le général Doumenc afin de négocier un pacte franco-anglo-soviétique destiné à coincer Adolphe dans une tenaille. Le 23 août, crac, la tenaille se referme, mais pas sur Adolphe. Scellant le pacte germano-soviétique, cette poignée de main, franche et honnête, entre le petit père Joseph et son ami Ribbentrop jette sur les démocraties un courant d'air un peu frais pour la saison, qui a le don de vider les plages et d'abréger les vacances pourtant chèrement conquises de Popus. Avec cet esprit confraternel qui les caractérise, les journalistes français échangent quelques aménités. Léon Blum se fait une fois de plus traiter de vieille bique. Robert Brasillac s'étonne que l'on ne fusille pas Louis Aragon. Lorsqu'on fusillera Brasillac quelques années plus tard, le cher poète, lui, ne s'étonnera de rien. D'une façon générale, la presse non communiste parle de coups de poignard, sans préciser davantage. Tant il est vrai qu'en matière politique, économique ou militaire, préciser que le coup de poignard se donne dans le dos relève du pléonasme. Bref, voilà donc Monsieur Popus, Madame et les mômes poignardés. À la grande joie d'Adolphe Landspiegel. Et pourtant, ils auraient dû voir venir le coup. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Croyez-vous que sur le plan des rencontres franco-allemandes, la saison avait tellement bien commencé?
Au Grand Prix de l'ACF, Mercedes était venu se faire sacrer à Reims, ce qui n'est jamais très bon augure. Finalement, Muller passe le premier à la ligne d'arrivée et il est félicité par M. Marchandot. Par ailleurs, le match France-Allemagne s'était soldé par un certain 47 points à 108, assez éprouvant pour le coq gaulois. Il est vrai, objectera-t-on, que si nous devions nous inquiéter chaque fois qu'une équipe française se fait torcher, nous vivrions dans l'épouvante. Nos vaillants athlètes avaient eu parfois à se méfier de leurs meilleurs amis. Pour rester dans le domaine des jeux de plein air, il est à noter une prédilection masochiste des Français pour deux exercices dans lesquels ils se révèlent particulièrement malchanceux, la guerre et le football. En considérant simplement la période 1940 à 1962, nous avons perdu 40 matchs de football, ce qui est déjà assez croquignollet, et 3 guerres, ce qui n'est pas sale non plus. Mais en ce patriotique été 39, nous n'avions encore rien perdu du tout et les pronostics nous étaient favorables. Monsieur Édouard Daladier inaugure l'exposition de la sécurité qui montre l'admirable outillage que possède la France pour la défense à la fois passive et active de son territoire. Madame Florida, la Madame Soleil de l'époque, qui connaissait la main d'Hitler comme sa poche, ne discernait aucun nuage sur la ligne bleue des Vosges. Je suis persuadée que 1939 sera une année de tranquillité et de prospérité. Aucune guerre n'est apparente, nos frontières courent absolument aucun danger. Je ne vois même pas de menace de guerre en Europe. 1939 sera le triomphe de l'ordre. Revenu précipitamment de vacances, Popu a tout de même comme un pressentiment qu'il va bientôt s'appeler Bidas. Et se demande pourquoi, puisque tout va si bien, on tient absolument à lui faire troquer sa jolie tenue balnéaire contre la tenue de campagne. D'autant que les vacances se prolongent sous une appellation rassurante, la drôle de guerre. S'installant dans les congés mal payés, Bidas n'a plus qu'à se laisser forger un moral de vainqueur. Le reste lui étant forgé de surcroît. Afin qu'il ait la tête bien pleine, on confie son éducation à M. Jean Giraudoux lui-même. Il faut, dit la revue des instituteurs allemands, mettre l'arme blanche dans la main de l'adolescent et dans celle du frère cadet la lance. Beaucoup d'enfants, ajoute la même revue, ont accroché au-dessus de leur lit un revolver. Quand tels objets garnissent une chambre, on en retire aussitôt une excellente impression. La propagande, jusqu'alors simplement idiote, devient hystérique. Le 21 mai 1935, le gouvernement du Reich respectera sans condition toutes les clauses du traité de Versailles, y compris les clauses territoriales. Ce qu'il a fait le 7 mars 1936, les troupes allemandes occupent la zone démilitarisée de la Rhénanie en violation du traité de Versailles et du pacte de Locarno. Ce qu'il a dit le 21 janvier 1935, l'Allemagne n'a pas l'intention de s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Autriche, pas plus qu'elle ne veut annexer l'Autriche pour réaliser l'Anschluss. Ce qu'il a fait en mars 1937, les troupes allemandes entrent à Vienne et l'Autriche est annexée. Ce qu'il a dit le 7 mars 1936, l'Allemagne ne veut attaquer personne, la Pologne restera la Pologne. Un État de 33 millions d'hommes aspirera toujours à un accès à la mer. Il fallait trouver un chemin conduisant à l'entente, il a été trouvé. Ce qu'il a fait. Dans un élan héroïque, l'armée polonaise boutera dehors l'ennemi. L'asservissement de la France, ce rêve diabolique d'Hitler,
suivrait bientôt celui de la Pologne si l'Allemagne venait à triompher. À cette fête de l'esprit, on se demande qui aura le dernier mot. Le docteur Goebbels marque 15 points en déclarant « Nous avons le choix entre le beurre et les canons, nous choisissons les canons ». Mais la France égalise 15 partout dans une envolée prophétique. Mais n'anticipons pas. Revenons à Bidas. Dans les prés tout fleuris de violettes, viens mignonnette me retrouver. Dans les bois où fleurissent l'églantine. Il est d'autant plus confiant, Bidas, que si Adolphe a un peu annexé le bon Dieu, la France n'en reste pas moins fille aînée de l'Église. À preuve que, histoire de prier pour la paix, grand pèlerinage national à Lourdes avec la participation de M. François Mauriac, qui n'est pas encore de l'Académie, mais qui n'est déjà plus un enfant de cœur. Notre goût pour les statistiques ne saurait passer à côté d'une occasion pareille. Usagers de la route, connaissiez-vous les chiffres suivants? De 1858 à 1972, guérison miraculeuse à Lourdes reconnue par les autorités médicales, 34. Guérison miraculeuse constatée par les autorités religieuses, 72. Accident mortel de la circulation sur la route du pèlerinage, 4272. Certains esprits laïcs ont cru voir dans cette course en circuit fermé des signes de racolage. Nous répondrons pour notre part que Lourdes 39, Vichy 40 et Évian 62 sont des millésimes inventés par les marchands de pinards pour discréditer les villes d'eau. Voilà, c'est tout. L'hiver 39 restera à jamais gravé dans les annales du show business. La décentralisation bat son plein. Les galas de Longwy, de Sedan, de Sarreguemines. Milton! Dites-moi de l'argent partout, c'est le ministre des Finances qui m'a expliqué le coup. Andrex! Saint-Louis, c'est déjà un chantier qui est revenu. Lord Diana. Isabelle, qu'on m'appelle, et allez donc, il me faut des pigeons, des pigeons. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas, oubliant dans cette aventure qu'ils étaient douillets, fragiles et délicats. Et tous ces... Le lourd-teton n'en croit pas ses oreilles. Prône des cachets, des goûters, des mixtures, lève-la bien, portant tout comme à 20 ans. D'où vient ce miracle-là? Mais du pinard et du tabac. Verstehen Sie? Soudainement, alors qu'il y avait de la joie, alors que tout allait si bien chez Madame la Marquise, incongrument, traîtreusement, malpoliment, on passe du théâtre aux armées à celui des opérations. Le fou attaque! Car il faut être fou comme les descendants des vaincus de Verdun pour oser attaquer les descendants des vainqueurs. La gaffe est d'ailleurs impitoyablement soulignée. Cherchez pas plus loin, monsieur l'étranger, je connais un coin où vous arrêtez. Avec du soleil, les jours où il pleut, et puis une fille pour vous rendre heureux. Une fille qui ressemble déjà... N'ayant plus de chars, plus d'avions, et se méfiant des canassons car il a parfaitement en mémoire les carissages de la cavalerie polonaise, Bidas découvre la course à pied. C'est le départ d'une extravagante course-poursuite qui conduira les coureurs de Rethel à la Bidassoa. Contre un adversaire outrageusement favorisé par l'emploi d'engins mécaniques, le célèbre chasseur conserve un certain temps l'avantage.
Au début, on pouvait même penser que l'armée à ce train-là allait enlever Madrid au pas de charge. Mais le bel enthousiasme des premières étapes ne tarde pas à faiblir. Le pas se fait plus lourd. Et Bidas est saisi par le doute. Il commence à penser que le 75 n'est peut-être plus le meilleur canon du monde, que la bande Moltière n'est peut-être plus le fin du fin de l'élégance, que l'anglais est le des mers, que Hitler ne bluffait peut-être pas, que Paul Reynaud, lui, bluffait peut-être. Et qu'enfin, lui, Bidas, n'est peut-être plus ce qu'il a été. Mettant fin à la légende selon laquelle ils ne connaissent pas leur propre pays, les Français ont enfin l'occasion de visiter la France. Bidas, lui, sans le savoir, s'apprête à visiter l'Allemagne. Cette excursion est décidée à la sauvette un petit matin sur un quai de gare. Un an auparavant, le sort de 50 millions d'hommes s'était déjà réglé sur une poignée de main. Aujourd'hui, le sort de la France se règle sur une nouvelle poignée de main, pour le moins aussi chaleureuse. À Yalta, le partage du monde se réglera bientôt avec la même cordialité. La mode est aux effusions. Pendant que certains se disent tout simplement bonjour, d'autres qui ne s'en doutent pas se disent déjà au revoir. Si tous les gars du monde voulaient bien être marins, ils feraient avec leur barque un joli pont sur l'onde. Alors on pourrait faire une ronde autour du monde si tous les gens du monde voulaient se donner la main. Bidas aura 5 ans devant lui pour méditer sur l'ingénuité des poètes et sur l'inconstance des serreurs de pogne. Pendant ces 5 ans, on pensera à lui. Un peu, beaucoup, passionnément. Son successeur fait d'ailleurs excellente impression. Il paye tout ce qu'il achète, il est secourable aux vieilles bonnes femmes et ne mange pas les petits-enfants. Bref, air is correct. Monsieur Dupont, lui, rendu sédentaire par le couvre-feu, vit pratiquement la tête dans le poste. C'est l'âge d'or de la guerre des ondes, l'invention d'Interville. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat, là où ils seront et comme ils pourront. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. On s'emprunte les formules, on se pique même les chansons. Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Nous ne parlerons pas non plus de la résistance, et ceci pour 3 raisons. Par égard pour ceux qui l'ont faite, par gentillesse pour ceux qui croient l'avoir faite, et par un sentiment indéfinissable pour ceux qui se sont contentés d'en entendre parler. Nous n'évoquerons pas davantage Vichy, mais cette fois pour une seule raison, c'est que Vichy n'a jamais existé. Comment croire en effet qu'il ait pu exister si peu de choses alors qu'il s'en passait de telles autres? Tandis que se déroule la bataille d'Angleterre et que Coventry et Londres tombent par quartiers entiers, le maréchal Pétain galvanise les forces vives de la nation. Jeunes élèves,
des écoles de France. Si j'ai désiré vous parler aujourd'hui, c'est qu'il faut que vous sachiez que je compte absolument sur vous pour m'aider à reconstruire la France. Les Japonais écrasent la flotte américaine à Pearl Harbor. Le maréchal Pétain organise un concours de dessin d'enfants. Que les panzers foncent à travers l'Ukraine où les soviétiques disposent de 8 millions d'hommes, le maréchal Pétain passe en revue ses divisions forestières. D'hommes restent ensevelis dans la ville morte de Stalingrad, le maréchal Pétain installe son gouvernement à l'hôtel du Parc et fait réparer le chauffage central. Déferle sur les côtes normandes. Vous qui avez connu les hussards de la garde, mon cher. Le maréchal Pétain évoque avec regret le temps de la cavalerie. Et qu'à l'autre bout du monde, une ville de 200 000 âmes cesse en une seconde d'exister, Vichy, paradoxal jusqu'au bout, retrouve une existence. Le vieux locataire est parti. L'homme auquel il s'adresse n'est plus le concierge de l'hôtel du Parc, mais le gardien du fort de l'Île-Dieu. Ce n'est plus son aide de camp qui s'occupe de ses menus, mais la maréchale qui lui porte sa gamelle. Combien c'est beau, combien c'est grand, combien c'est généreux, la France! Vive Pétain! Quelles sont ces rumeurs étranges? Qu'est-ce que vous dites? Réfuté par les savants, ce phénomène auditif au demeurant bien connu n'est autre qu'une de ces petites vapes, comme il en arrive parfois aux personnes âgées. Car enfin, il faut en revenir là, si Vichy avait existé avec son armée, avec sa police, avec ses préfets assermentés, avec son clergé, avec sa magistrature. Comment aurait-il pu se faire que du jour au lendemain, l'armée soit à l'honneur, que la police se retrouve enfourragée d'écarlate, que les préfets soient plus préfets que jamais, que le clergé soit révérend et révéré comme par devant, et surtout que les mêmes magistrats soient aptes à juger les traîtres. Mais un grand courant d'air pur balaie tout. Les grands courants d'air pur sont pour ça bien pratiques. Renforçant notre impression première, ne jurerait-on pas devant une telle allégresse qu'il ne s'est rien, absolument rien passé entre le 14 juillet 1939 et ce vibrant 24 août 1944. Ah si, juste un détail. Quelques civils se sont glissés dans le peloton. Ils en seront par la suite éliminés de façon diverse. Monsieur Laniel sera écarté pour fraternalisme, Monsieur Bidault sera exilé pour terrorisme, Monsieur Le Troquer sera compromis dans une affaire de meurtre.
Bref, les honnêtes gens viennent d'arriver. Zorro est arrivé sans se presser. Le grand Zorro, le beau Zorro, avec son cheval et son grand chapeau. Mais alors que tout s'annonçait si bien, que ça baignait, comme on dit, pour une raison bizarre qu'il n'y a pas à expliquer ici, le grand Manitou se vexe, boude et s'en va. J'attendrai toujours ton retour. J'attendrai, car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Il croyait qu'on le rappellerait dans l'escalier. L'escalier a duré 10 ans. Mais avec son goût bien connu de la littérature, il n'a pas appelé ça la descente de l'escalier, ce serait trop simple, mais la traversée du désert. Après une petite période d'incertitude et de flottement, la France retrousse ses manches et hisse les couleurs. Elle les hisse d'abord à l'intérieur, ce qui donne des résultats intéressants. L'affaire Johannavici, le scandale des vins, le trafic des piastres, tandis que certains héros injustement oubliés reviennent en première ligne grâce à l'affaire dite des généraux. Notre objectivité serait prise en défaut si nous tenions qui que ce soit pour responsable des aventures et mésaventures du sinistre docteur Petiot. Bien que, oui, disons-le tout de même, bien que son grade de capitaine FFI soit assez symptomatique des gaietés de l'escadron. Mais comme toujours en démocratie, c'est dans les œuvres sociales que la rigolade bat son plein. Tandis que les Russes enterrent 20 millions de morts et les Allemands à peu près autant, la France lance la 2e division blindée sur le pont d'argent de la Kermesse aux Étoiles. Pan! Toujours dans le cadre des œuvres sociales. Au restaurant de la Tour Eiffel, une pâtée d'honneur est offerte à nos braves toutous de la police. Dans le même état d'esprit, une pâtée d'honneur est offerte aux vieux de Montmartre. Encore intimidés par les légumes bouillis, ces indigents provisoires ne se doutent pas que les ortolans volent déjà vers leurs assiettes grâce à la vignette miraculeuse du président Ramadier. Il est à noter que le jeu de con continue. Entraînée dans ce tourbillon triomphal, la France ne hisse pas le drapeau qu'à l'intérieur, elle le hisse aussi à l'extérieur, mais avec un bonheur parfois mitigé. À New York, c'est le triomphe. La bombe New Look éclate, projetant dans le ciel américain une étoile nouvelle, Christian Dior. Bien fou, où cependant 2 visages nouveaux acceptent le vélétariat, le général de Castres et mademoiselle Geneviève de Galard. On se réjouit dans les chaumières de penser que si la plaine des Joncs nous échappe un peu, la plaine Monceau reste bien de chez nous. Il y a toujours une place de choix dans le cœur républicain pour les officiers de concours hippiques et les ambulancières bien nées. Je vous remercie tous d'être venus. Je veux vous dire aussi ma joie de retrouver mon pays, et puis surtout maman, et peut-être un peu la nostalgie de quitter ce pays où tant de souvenirs m'attachent. Mais ce serait mal connaître les militaires, nous parlons cette fois des vrais, que de croire qu'ils cèdent au découragement. Ils en ont vu d'autres. Vaincus en Indochine, ils remettent leurs bottes. Ou ça, en Algérie. Mais trouvant sans doute qu'il y a un peu trop de monde au balcon, De Gaulle revient et dès lors, ça va être le bouquet.
l'homme de la providence devient celui de la coopération, puis de la paix des braves, puis de l'indépendance. Transformer une défaite en négociation est un jeu d'enfant, à côté du grand one-man show de 44 qui avait permis de passer de la défaite à la victoire sans passer par la guerre. Désormais, tout se passera selon les règles amusantes du qui perd gagne, les surprises du paradoxe, les aléas de la contradiction, les délices de la mauvaise foi et les plaisirs, souvent solitaires, de la grandeur. On sent tout de suite que ça va barder. Petite devinette. Chacun de ces deux militaires a perdu quelque chose en Afrique. Devinez quoi? Ne cherchez pas. Le premier a simplement perdu sa casquette, le second sa culotte. En effet, entre les dates où les photos de ces deux joyeux tourlourous ont été prises, c'est-à-dire à peine plus de 100 ans, la France a perdu l'Indochine, la Tunisie, le Maroc, l'AEF, la OF, le Togo, Madagascar, l'Algérie. Ça n'a l'air de rien, les petits gars, mais fallait le faire. Même pour les esprits les plus obtus, deux enseignements s'en dégagent. Premièrement, dès que les choses sont ce qu'elles sont, la parole de la France vaut ce qu'elle vaut. Deuxièmement, le rôle maléfique des stations thermales dans la déconfiture française. Nos tribulations afro-asiatiques provoquent par ailleurs deux phénomènes vachement intéressants. À l'époque où nous possédions en Asie un empire de 750 000 km², il n'y avait à Paris que 3 restaurants vietnamiens. Depuis que nous avons été éjectés des rizières, Paris compte 200 restaurants où on bouffe plus que ça. Le phénomène africain est encore plus spectaculaire. L'exposition de 1932 n'ayant jamais dépassé le stade des échafaudages, elle éclate en apothéose 20 ans plus tard sous forme d'une exposition coloniale permanente. À moins qu'il s'agisse toujours du même sous des maquillages différents, 200 souverains basanés nous ont rendu visite. Peut-être se donne-t-on l'illusion d'être encore en Afrique parce que les Africains sont à Paris. L'Élysée devient une succursale du musée des colonies et du bal nègre de la rue Blomet. Notons en revanche 3 trouvailles que nous citerons par ordre décroissant d'opportunités. La Caravelle, le docteur Schweitzer et Madame Marthe Richard. Glissons sur Caravelle qui, dans le cadre des réussites absolues, rejoint l'attraction avant, le paquebot Normandie, et 2 ou 3 petites choses comme ça qui prouvent de temps en temps au Tupamaro et au Tonton Macoute que nous ne sommes pas plus cons que les autres. Passons au deuxième volet du triptyque. Il s'appelle Schweitzer, il est photogénique et nous débarque un beau matin du Gabon à grand tam-tam de presse. Les turiféraires de Soraya et de la princesse Margaret transmutent leurs extases pour clamer les hauts faits du pasteur, du médecin et de l'organiste. Il suffit de l'écouter 5 minutes jouer du bac pour comprendre qu'il est en effet le plus grand organiste âgé de plus de 70 ans, né à Keisersberg, dont le nom commence par un S et exerçant ses talents à Lambaréné, Gabon. Il faut un peu plus de temps et quelques vilains cafardages du corps médical pour comprendre que le bon docteur entrave depuis 40 piges les progrès de la science par une espèce de stupeur mentale, le poussant à ignorer une découverte que l'on ne peut plus considérer comme extrêmement révolutionnaire, l'eau bouillie. Le tout Paris se l'arrache pendant un mois. Puis on écrit une pièce lui rappelant l'heure qu'il est, on le fait estampiller par le roi de Suède, on lui offre un réfrigérateur, et on renvoie tout ça au Gabon. Il n'aura pas duré plus longtemps qu'une représentation de bienfaisance. L'initiative de Madame Marthe Richard dure, hélas, depuis beaucoup plus longtemps.
Créée en 1347 par la bonne reine Jeanne Ier, reine de Naples et comtesse de Provence, les maisons closes sont abolies le 13 avril 1946 sur l'instigation de Marthe Richard, dite l'Alouette, ancienne commensale du Kaiser et bien entendu officier de la Légion d'honneur. Cette tragédie s'abat sur la France le même jour que l'autonomie du Cambodge. Ah, il y a comme ça des années où on n'est pas en train. C'était pas drôle de voir ça. Il y avait des hommes qui faisaient la queue à la porte. Attendaient la serviette à la main et le morceau de savon. La femme ne peut plus être esclave de l'homme. On ferme les portes, on ouvre les fenêtres et on vend les meubles. Le célèbre sphinx du boulevard Edgar Quinet se métamorphose en maison communautaire pour étudiants. Le 106 boulevard de la Chapelle devient une salle de réunion de l'armée du salut. Tandis que derrière la façade du 6 de la rue des Moulins, on vend du prêt-à-porter dans les salons où Toulouse-Lautrec peignait ses chefs-d'œuvre. On plonge les petits vieux dans l'angoisse et notre belle jeunesse dans le désarroi. Que faire le dimanche après-midi? C'est alors que la voix des mauvais bergers s'adresse aux esprits faibles. On va tenter de précipiter la jeunesse désespérée dans le sport. De telle sorte que tous nos sportifs, tous nos jeunes, aillent sur les stades, dans nos piscines ou dans les gymnases, depuis le début de la semaine jusqu'à la fin. Allons, le départ est donné. Le mauvais exemple vient de haut. Une gigantesque entreprise de subversion se met en marche. 1530 piscines sont ouvertes, génératrices de 16 000 titres et de 650 zérupintaires. Alors que les clavicules et les tibias volent en éclats sur des terrains aménagés à cet effet. Bonjour. Hop, tout le monde s'y met. Qu'il vente ou qu'il neige, tous les prétextes sont beaux pour se casser la gueule. Probablement considérée comme symbole du régime, la cabriole est non seulement subventionnée, mais récompensée. Mais il ne faut pas trop taquiner le destin. Ornement de boutonnière, le rouge peut parfois monter à la tête. Qui lance le disque, le marteau ou le poids peut du jour au lendemain lancer le pavé. Et ce qui doit arriver, arrive. Conséquence inéluctable de la vie au grand air et du développement musculaire, mai 68 est une résultante d'avril 46. Le responsable, ce n'est pas lui, c'est elle. Quand on ferme le chabanet, on le déclenche.
Enfin, tu vas pas sortir maintenant, regarde dehors, c'est plein d'agents. Non, pas passer de désir, et je m'en bats leur beauté les fesses. Mais voyons, fiston, ne vois-tu pas que c'est les rouges qui sont derrière tout ça? Oh papa, je t'en prie, tu déconnes, laisse la peur du rouge, on veut ta corne. C'est la révolution. La révolution. Mais enfin, explique-moi, mon petit, qu'est-ce qu'il raconte, ce Cohn-Bendit? Il m'a fait comprendre que t'étais con, et moi je veux faire la révolution. Sans le souffle puissant du père Hugo, Gavroche 68 retrouve tout de même rue Gay-Lussac la joyeuse rhétorique de la rue Plumet. Tandis que renouant, lui, avec la tradition maléfique des stations thermales, le général se rend à Baden-Baden. Nous savons d'expérience que les voyages l'inspirent. Il en revient avec un discours. Surpris dans ses dissipations, le veau retrouve la voix de son maître. Le sursaut des épiciers est instantané, celui des comptes en Suisse fulgurant. Ainsi, les deux conditions sont requises permettant de passer de la carmagnole à la marseillaise et du folklore à l'épilepsie. Déjà libératrice du territoire, Joséphine Baker devient garante de la légitimité. Il a suffi de fermer la Sorbonne pour déclencher la Révolution. Il suffit d'ouvrir les pompes à essence pour qu'elle cesse. Cher et vieux pays. Bonne fille, pas fière, la France retrousse à nouveau ses jupes, nous voulons dire ses manches. Mais désormais, elle les retroussera de préférence au premier rayon du soleil. Ce qui témoigne d'un bel esprit d'à propos, lequel ne va pas sans certaines contradictions. Ainsi, les processionnaires qui défilent le 1er mai au cri de Franco la Muerte s'empressent dès le 1er juillet de porter leurs économies aux hôteliers de la Costa del Sol. Les baratineurs rive gauche l'ayant mis en garde contre l'incommunicabilité, M. Perrichon découvre les voyages organisés et les loisirs concentrationnaires. Se croyant un homme libre et contraint, on se demande pourquoi, de chérir la mer, c'est dans l'eau, ou plus exactement à l'approche de l'eau, qu'il s'épanouit pleinement. Éternelle dispensatrice d'énergie, la flotte lui procure l'iode, le plancton, et parfois même le pétrole. I've seen your mild days and some of your wild days down where the Seine flows and where the champagne flows. You taught me all that a kiss could be. Oh, Paris, please, stay the same. C'est le grand chassé-croisé de l'été. Pendant que les Français explorent les Sierras, trottinent dans les savanes, barbotent dans les lagons, les indigènes qu'ils croyaient voir sont déjà au pied de la tour Eiffel. Des milliers de francophiles inconnus et qui le resteront, puisqu'ils viennent quand nous ne sommes plus là et qu'ils seront repartis lorsque nous reviendrons. La première strasse à droite, et vous tournez juste après. C'est le grand échange de colis fichés et de spécialités régionales. Tandis que nos partenaires du marché commun nous envoient leurs curiosités, nous leur envoyons les nôtres.
Chez les peuplades où hier encore les pères blancs prêchaient la bonne parole, celui qui aurait pu, avec son légendaire instinct d'anticipation, s'appeler le Big Bazar, enseigne le poldev et le volapuc dans une longue suite de bals costumés. Das Transbouillet Rossier, das Transbouillet Družba, Rossi, die Franzi. Es leben Bonn, es leben Deutschland, es leben die deutsch-französische Freundschaft. Vela labus adenaskel. Nigi, Tacaut, Hefreder, Abel. El pueblo francés propone al pueblo mexicano, marchemos la mano en la mano y viva México. Il semble que le régime ait trouvé son image de marque. Henri II, c'était les buffets, Napoléon III, les guéridons, la 5e, c'est la jactance. Ouvrez donc les lumières puisque le clown est mort. Et vous applaudissez, admirez son effort. Il faudra cependant attendre qu'un ministre, fortement secoué par le chagrin, prononce son fameux « le père est mort » pour que le père en question rejoigne enfin Sainte Thérèse de Lisieux, la petite Bernadette, Vladimir Ilyich Ulyanov et quelques prédécesseurs encore plus illustres dans le pompierisme sacramental et l'érection loufoque. Mais la mémoire engendre malheureusement le souvenir. On trouve désormais en Terre Sainte ce qu'on trouvait autrefois en terre cuite. Hélas, hélas, hélas. Dieu merci, les orphelins sont en pleine forme. Nucléaire, social et européen, le Gaulois sait, et s'il ne le sait pas, on le lui apprend, qu'il n'est plus un monsieur qui porte un petit chapeau et ignore la géographie, mais un cadre moyen, dynamique et aéroporté. Ne pouvant être en reste, le pays change à son image. En somme, petit Français n'a plus qu'à se laisser vivre. On bâtit pour lui, on roule pour lui, on pense pour lui, on écoute pour lui. Le fonctionnement des tables d'écoute reste d'ailleurs un des plus brillants paradoxes de la France rénovée. Écoutez quoi? En effet, puisqu'il y a désormais deux catégories de Français, ceux qui attendent le téléphone et ceux qui attendent la tonalité. À noter que grâce à l'emploi de matériaux économiques, il est superflu d'avoir un branchement pour entendre ce qui se dit chez le voisin. Sachant ce que le Français dit, il ne restait plus qu'à savoir ce qu'il fait. Eh bien, il en fait de belles, Toto. Les ordinateurs sans lesquels on ne saurait vivre avaient déjà révélé que 68% d'entre nous rentraient directement chez eux après la journée de travail. On se demandait bien pourquoi. Eh bien, maintenant, on le sait. Des sociologues, des mathématiciens, des médecins et 172 enquêteurs ont uni leurs efforts afin d'être en mesure d'apprendre à ces benets l'informatique sexuelle, la pathologie du couple et surtout les statistiques. Et hop, débarrassez-vous d'un préjugé. La virginité n'est plus considérée comme un obstacle. Le premier pas étant fait, la position dite du missionnaire semble appréciée par 98% des usagers. La position inverse par 50% seulement. C'est pourtant chouette. On peut faire autre chose que ça. Certaines variantes relèvent de la physique amusante. Les femmes mentionnent des lieux variés. 3% chez un camarade. Je suis pas de cette génération. 7% au cours d'une sauterie chez leurs parents. 10% à l'occasion d'un voyage à l'étranger. 12% des très jeunes dans une voiture. Très difficile.
Si beaucoup d'hommes ne répugnent pas à exhiber leurs sentiments au grand jour, 78% des femmes préfèrent le noir. Ah, sûrement pas. Les hommes sont davantage portés sur le jeton que les femmes. 10% des Français et 1% des Françaises avouent avoir fait les guignols en présence d'un tiers. Cet impressionnant écart de pourcentage laisserait à penser que 10 Français au moins ont connu cette petite vénarde. Enfin, 14% ont refusé de répondre à la question pourtant innocente. Vous êtes-vous déjà masturbé? Moi, je suis contre, monsieur. Demandez le torchon brûle. La condition des femmes divorcées. Minorité pétardière, 0,3% des femmes militent en faveur de la liberté sexuelle, de la contraception et éventuellement du droit de chantrer l'homo superbus. Mon Dieu, quelle horreur. Les problèmes qui concernent la contraception et l'avortement sont très très importants. La plupart des mots qui indiquent une certaine domination sont seulement au masculin et pas au féminin. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache. Et ce n'est point tout que d'être heureux, encore faut-il s'y entraîner. Le bonheur exige de l'entêtement et de l'assiduité. Les loisirs obligatoires ayant remplacé les travaux forcés, les peines restent les mêmes. Seules les appellations varient. Cayenne est morte, vive Palma! Les Baléares et les îles sous le vent ont remplacé les îles du Salut. Mais le piège à bagnard fonctionne toujours. Alors, pâturant selon ses désirs, pourquoi le veau est-il morose? Car il l'est. Nos princes non remarqués, eux à qui rien n'échappe. Aveuglés de soleil plébéien, regretteraient-ils le soleil d'Austerlitz? Le slogan selon lequel il vaut mieux faire l'amour que la guerre et prendre un coup de machin plutôt qu'un coup de revolver perdrait-il de son impact? Exclus des corridas, les Français auraient-ils la nostalgie du casse-pipe? Depuis Bouvines jusqu'aux Aurès, on ne se permettait pas jusqu'alors de se battre sans eux. Pour la polka coréenne, passe encore. Quoique... Enfin bon. Mais pour le Vietnam, quelle excuse inventer? Ah, s'il s'était agi de reconquérir l'Indochine, nous n'avions rien à voir là-dedans, d'accord. Mais s'il s'agissait de la perdre à nouveau, on aurait quand même pu s'adresser à nos spécialistes. On nous parlera après ça de la sécurité de l'emploi. Notre absence dans le conflit israélo-arabe a été également cruellement ressentie. Monsieur Dupont aurait aimé savoir si du haut des pyramides, 40 siècles le contemplent toujours. Depuis la guerre d'Algérie, la France est comme sœur Anne. Quand reviendront ces beaux militaires? Le brave général Massu, victime de la contagion, a tourné écrivain. Le général Chabandelmas a tourné court. Le joyeux Carteron s'est légèrement effrité. Laissant des veuves inconsolables, et c'est pas pour nous vanter, mais tout le monde peut pas en dire autant, Delattre, Leclerc, Juin, Koenig nous ont prématurément quittés. Même Pétain, mon Dieu, quelle tristesse. Même Giraud, mon Dieu, quel dommage. Alors faisons un peu le tour des popotes et l'inventaire du magasin. Quel pourrait être le prochain père? Car il est à noter que la France n'a été sauvée jusqu'à présent que par des officiers de l'armée de terre. François Darlan, amiral de France, ayant été soustrait à son affection. Mais un autre amiral existe, et de réserve. Ça dit bien ce que ça veut dire, non? En somme, puisque la France a besoin d'un père, pourquoi ce père ne serait-il pas un fils à papa? Le nouveau sauveur est en marche. Écoutez, on entend déjà son pas dans l'escalier.